C'est un endroit pour petits malins. Aligre, c'est le marché le moins cher de Paris. C'est un repère pour petits coquins. Vous n'avez pas trouvé preneur encore pour ce livre? Je viens de l'acquérir, c'est la première fois que je le montre. Ici, on sait quoi faire de ses mains. République française, liberté, égalité, fraternité, chic. C'est effectivement très classe. C'est un design très classe. Entre artisans et nouveaux créatifs, c'est un lieu, quoi qu'il arrive, on se fait plein de copains. Au moins ici, si on a passé une journée à travailler, qu'on n'est pas content de soi, au moins on a partagé des moments de vie avec des gens. Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Panard. Allez, variété, qualité, là, c'est là, on en profite, là, oui. Et il y a du beau, et il y a du fraîche chez moi, là. Quelque part entre le faubourg Saint-Antoine et la gare de Lyon, je vous emmène aujourd'hui place d'Aligre. Au lieu de la Révolution française, bastion des communards, le quartier a conservé son esprit populaire et rebelle à l'image de son marché quotidien. L'un des plus anciens de Paris. On l'a appelé le second ventre de la capitale. Pendant des décennies, il a fait concurrence aux Halles. Tous les matins, sauf le lundi, la place et la rue d'Aligre se couvrent d'étals de fruits et légumes dans une ambiance bon enfant. Eh, belle salade, 1,50 € la cadeau, allez. Allez, s'occupe pas la Clémentine, allez. Bonjour, Ça va bien? ça va et vous? Super. C'est vrai que c'est le coin des affaires ici? Ah bah oui, on a des beaux fruits et pas chers. C'est-à-dire pas cher, c'est combien? Alors, on a des clémentines à 1,50 €, c'est le début de la saison. Après, vous avez des melons, 1 € la pièce. On a des très bons produits, faut goûter. Vous savez, Je veux parce que bien. nous, C'est les premières... c'est les premières clémentines. Bon, ça s'ouvre au couteau parce que la Elles viennent peau, d'où? elle colle encore. Elles viennent d'où? Elle vient d'Espagne. Celle-là vient d'Espagne. Elles sont succulentes, goûtez. Très bonnes. C'est vrai qu'elles sont bonnes. Ah bah, je vais en prendre 1 kilo. Allez, Très bien. c'est combien le kilo? 1,50 €. 1,50 On est €. à Aligre, monsieur. Oui, oui, C'est-à-dire? Aligre, c'est le marché le moins cher de Paris. C'est le marché des Ah ouais. Ah oui, oui. Comment vous faites pour avoir des prix pareils? Ah bah nous, mon père c'est un grand négociateur, ça fait 32 ans qu'il est au marché. Donc il sait comment acheter. Oui, la concurrence quand même, là. Il y a du monde hein, en marchand. Ah ouais, là, il y a 55 commerçants ici, que fruits et légumes. Nous ici on essaye de faire des affaires, c'est-à-dire que si les pommes sont pas chères, on les achète. Si les melons ne sont pas chers, on les achète. Et on achète le meilleur produit. Et vous achetez où? À Rungis. Tout vient de Rungis ici. Tout vient de Rungis. Alors comment ça se fait que vous ayez des prix pareils et puis que dans les autres marchés parisiens, ça va beaucoup plus cher? Parce que nous, on aime bien être ici à Aligre, on est habitué à être pas cher. La quantité, On travaille sur la quantité avec ici. la quantité. D'accord. Donc il y a une petite marge. Voilà. Je prends. Hop. Allez, bonne journée, je continue. Moi. Merci. Allez, à la prochaine. À bientôt. Je vous assure, il y a ici de quoi remplir un panier sans se ruiner. Le kilo de légumes de saison aussi entre 50 centimes et 2 € et les fruits entre 1 et 3 €. Autre coin des bonnes affaires, à 2 pas de là, le marché à la brocante. Une trentaine de professionnels proposent des objets plus ou moins anciens. Les fripes côtoient les bibelots et les masques africains. L'endroit est aussi réputé pour ses bouquinistes. On peut y chiner des livres très surprenants. Il y a des merveilles chez vous? Mais c'est l'euphémisme est d'une grande délicatesse. Je vous remercie de ne pas avoir employé de superlatifs qui m'auraient gêné. Ça c'est quoi par exemple? Ah, ça, c'est Gamiani d'Alfred de Musset. Et ça raconte quoi? Point. 2 nuits d'excès. Ah oui, De nuit d'accord. d'excès. Ah oui, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Voilà. Oui, c'est une autre forme de Donc romantisme. ce sont des lithographies, des techniques de reproduction originales. D'accord. Vous n'avez pas trouvé preneur encore pour ce livre? Je viens de l'acquérir, c'est la première fois que je le montre. Vous avez d'autres merveilles comme ça? Ça, c'est pas mal. Voilà un livre intéressant, l'encyclopédie Diderot et d'Alembert. Donc, l'art de faire le papier, le texte bien sûr,
mais surtout l'ensemble des planches sur la fabrication du papier. Donc on est à la toute fin 18e. Sympa, hein? Ouais, c'est très sympa. Ça vaut combien ça? Ça vaut un peu d'argent. Je le propose à 750 €. Ah oui, quand même, c'est une jolie somme. Et là, il y a des clients ici pour ce genre Bien sûr, de produits, bien sûr. d'ouvrages. Aligre est le seul marché qui a été créé en tant que marché aux vieux habits il y a près de 250 ans et qui fonctionne tous les jours sans interruption depuis lors. C'est en quelque sorte les petites puces de Paris. Il y a les grandes puces à Saint-Ouen et les petites puces ici. Qui le sont devenus, hein, mais c'est les seuls marchés aux puces quotidiens et intramuros. If you're feeling down and out, and your head is filled with doubt, chill out, stay cool, relax, let go. Je quitte ce petit paradis des chineurs et je traverse la halle Beauvau pour rejoindre Martine, une commerçante spécialisée dans les produits italiens, un métier qui demande d'abord des qualités physiques. Bonjour Martine. Bonjour. On m'a dit que vous étiez la championne du monde du transport de meules de parmesan. Voilà, vous voulez les voir, les meules de parmesan? Elles viennent d'où? Elles viennent directement d'Italie. Voilà. Il y a le poids qui est là. J'ai fait mettre le poids pour vous ce matin. 39 kilos. Ouais, c'est du 39 concentré kilos, de parmesan. 730. 730. Voilà. Et beau, hein. Ah oui, Magnifique. ouais, c'est une belle bête. Allez, Attendez, là. on y va. On y va. Ah oui, ça pèse, Ah, ça bah, pèse quand même. comme on dit, un âne Ah mort. bah oui. Une grosse fille. Et moi, je Vous êtes sûr que vous vendez des produits italiens, c'est pas des... Et on vend des produits Ouais. italiens, mais on fait aussi beaucoup de manutention. Ah ouais, je pensais que c'était Et, la du béton manutention, ou transportif. C'est très lourd. Il est magnifique. Vous êtes où? On va les mettre au magasin. Là, on tourne à droite, au milieu, Ah oui, au milieu. et on y est. On fait encore un petit effort. Regardez, sans les mains. Voilà. On est bon. Stop, Ah, c'est là. stop. Ça, c'est le plus léger. Et Elle a après, combien d'âge, celle-là? Elle a On prend tous les deux? non, allez. Un peu plus de 18 mois. Et pourquoi tu fais des produits italiens? C'est de cette famille? Alors, on a des origines méditerranéennes très importantes. Et mes parents et mes grands-parents et mes grands-tantes faisaient beaucoup de produits régionaux, français, italiens, espagnols, enfin toute la Méditerranée. Et moi, j'ai continué en venant m'installer ici il y a maintenant 39 ans. Il y avait beaucoup d'Italiens dans le quartier. Il y avait quasiment 80% d'Italiens dans le quartier. À cause du meuble, à l'époque, tous les grands marchands de meubles étaient dans le faubourg. C'était d'ailleurs très connu, puis dans les petites impasses et dans les passages. Et tout ce qui était métier d'art était italien. Donc moi, quand je suis arrivée ici, j'avais une très très forte clientèle italienne avec une grosse demande. Donc je me suis vraiment spécialisée dans l'italien. Et ce marché-là, il est particulier quand même ici. Oui, très, très particulier. C'est un village. Mais il n'y a pas deux marchés quand même Ah entre si, ici? il y a toujours eu deux marchés. Si, il y a toujours eu l'intérieur qui a toujours été considéré comme un marché cher, alors que ce n'est pas obligatoirement vrai pour certains produits, je précise. Et puis le marché extérieur qui lui était un marché pas cher du tout. Ouais, parce que les prix, là, il y a dehors, il y a vraiment... oui, Ici, oui. toute Mais il y a concurrence, de quand tout même, hein. aussi en qualité. hein. faut se Oui. méfier. Il faut faire attention, mais voilà. Mais disons, celui qui a vraiment une bourse pas très très remplie, et en ce moment, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas une bourse très remplie, en venant à Ligre, on arrive vraiment à faire de belles affaires. Voilà. Oui, il y a des gens qui viennent de loin. Hein. Très très loin, même de banlieues assez éloignées. Même moi, dans mes clients, j'ai des clients qui viennent de loin. It's a beautiful day. Wake up. It's a beautiful day. Il y Oui, a quelqu'un dans cette maison? oui, bonjour. Bonjour. C'est génial, en quelques mètres, on passe de l'Italie à New York chez vous. Exactement. Qu'est-ce que vous faites de beau? Là, je suis en train de bouler des cookies. Donc, vous voyez, je les pèse.
Voilà, donc c'est 50 grammes. Et puis là, je les boule. Voilà. Tout ce qu'on voit ici, c'est fabriqué ici? Ouais, tout ce que vous voyez ici est fabriqué ici, excepté l'épicerie fine. Voilà. Mais ici, dans notre petit labo de 12 mètres carrés, on fabrique tout. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Très peu de temps. Je suis là depuis le mois d'avril. J'ai ouvert le 15 avril. La première fois que je suis venue, c'était l'été. C'était un vendredi matin, je me souviendrai toujours, il faisait hyper beau. Il y avait l'extérieur et l'intérieur et j'ai eu un vrai coup de cœur. J'ai dit, voilà, je veux être là. C'est ici, Ouais, et je me suis bagarrée pendant pratiquement 8 mois, puisqu'on passe en commission devant la mairie. Donc c'est vous le renouveau du marché à Lille? Bah oui, j'espère, oui. C'est une nouvelle déco quand même par rapport au... Ah, c'est un peu new age par rapport aux autres, ouais, c'est clair. Vous avez une clientèle maintenant qui correspond à ce genre de shop? Ça change quand même ici un peu. Oui, bah, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui nous regardent un peu comme des extraterrestres, des personnes aussi âgées qui ont leurs petites habitudes, qu'il ne faut pas trop perturber non plus. Donc quand on amène des produits américains, quand on amène du brownies, des cookies, des choses, des carottes cakes par exemple, des carottes cakes. là c'est l'affolement généralisé, quoi. C'est qu'est-ce qu'elle veut ou d'où elle sort. Mais aussi on a un mix avec une pâtisserie très classique, traditionnelle, de la viennoiserie, des kouglof, des brioches. Et du coup voilà, on arrive à apporter cette diversité dans les produits qui fait que je pense que sur un marché c'est ce qu'il faut. On continue? Ouais. Et hop, l'art de la boule. Voilà, l'art de la boule. Je Et ne vous propose après- pas? Ah non, surtout pas. Non, moi j'ai Surtout très envie pas. de faire pouf. Eh ben non, parce que si on fait ça, déjà le cookies, en cuisson, il va s'étaler. Donc si vous faites ça, c'est mort. L'actuel marché Beauvau date de 1843. Il vaut le coup d'œil pour sa charpente en coque de bateau retourné. Cette halle a été construite sur les ruines du marché précédent, détruit lors de la prise de la Bastille. Retour sur l'événement avec Frédéric Gersal, le monsieur Histoire de Paris. Frédéric, c'est incroyable, on a une vue imprenable sur la place d'Aligre et sur le marché Beauvau. Ah oui. L'histoire de cet endroit, de ce marché, c'est intimement lié à la Révolution. Ah oui, parce qu'on est sur le passage. C'est-à-dire, vous avez le faubourg Saint-Antoine où là, il y a des gens qui travaillent dur et qui n'arrivent pas à terminer leur fin de mois et qui d'un seul coup entendent parler de cette révolte populaire qui gronde. Alors, il y a d'autres hommes qui sont partis du côté des Invalides pour chercher des armes. On trouve des armes, on trouve pas de poudre. Alors, on va marcher jusqu'à la Bastille pour trouver de la poudre. Et que font les hommes et les femmes qui sont dans le faubourg Saint-Antoine? Ils se disent, on va marcher nous aussi vers la Bastille. Et en passant devant le marché, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent des outils, des faux, des fourches, parce qu'il y avait là non seulement à manger, mais il y avait aussi à manger pour les chevaux, c'est-à-dire qu'il y avait du foin, de la paille et les outils qui vont avec. Donc ils sont venus prendre des outils et ils ont marché sur la Bastille. Voilà pourquoi sur toutes ces images d'Épinal, on voit les révolutionnaires avec des faux, avec des fourches. Ils n'avaient pas d'armes parce qu'ils n'avaient pas de poudre. La poudre était à l'intérieur de la Bastille. Keep in my heart is near, my love has gone. Il est 13h, la place change de visage. Mais la vie continue un peu plus loin, du côté de la rue du Faubourg Saint-Antoine. Il y a à peine 50 ans, la rue vivait dans le brouhaha des ateliers du meuble. Aujourd'hui, les ébénistes et les menuisiers sont en voie de disparition, mais il faut oser pénétrer dans les cours et les passages pour découvrir quelques survivants de cette époque industrieuse. It's okay, I know someday I'm gonna be with you. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. C'est incroyable chez vous. Il n'y en a On plus espère. beaucoup des endroits comme ça. Non, c'est vrai. Cette figure de dinosaure dans le quartier. Dinosaures non résistants. Dans le passage, on reste 2 entreprises et il y a une quarantaine d'années, il y en avait une trentaine. Ah oui, c'était une autre ambiance. Voilà, c'était vraiment le quartier, le faubourg. Alors c'est quoi l'histoire de cette maison, la maison Rinck? La maison Rinck, ce sont des Alsaciens qui sont arrivés au milieu du 19e siècle de leur Alsace pour s'installer à Paris, à la grande époque Napoléon III. Avec la révolution industrielle, on bénéficie des machines, donc on peut aller beaucoup plus loin dans l'art de l'ornement, de la fabrication, de la technique, de la technologie. Et donc Maison Rinck, c'est quand même une grosse expérience dans le style qui ensuite s'est déclinée sur un savoir-faire et tous les métiers connexes qui fonctionnaient bien autour.
pour ensuite accompagner les créateurs, les designers, et aujourd'hui avec la même mentalité avec les créateurs contemporains. Qui sont vos clients ? Nos clients sont principalement des décorateurs, des designers, du yachting, de l'architecture, de l'hôtellerie, du projet privé haut de gamme, voilà, à travers le monde. Vous travaillez sur quoi là précisément, là derrière vous ? On travaille sur un projet qui intéresse le futur ministère de la Défense. C'est un designer qui s'appelle Jérémy Magdalou, qui a gagné le concours pour les bureaux des 5 très hautes autorités. 5 généraux. Les 5 généraux des corps d'armée. Qui seront dans le futur ministère à Ballard. Qui seront dans cette immense araignée qu'est ce nouveau... Alors c'était quoi le cahier des charges, la difficulté ? Il y a toute une marqueterie et une inscription qui est République française, liberté, égalité, fraternité, qui sont travaillées en lettres de marqueterie découpées dans du laiton. Chaque largeur de lettre initie la largeur du filet, qui retourne sur le dessus et qui va former un immense code barre. C'est chic. C'est effectivement très classe. C'est un design très classe. Ouais. On aime beaucoup. On fabrique ici, hein. C'est là, Alors c'est là que ça démarre. Ici, on étudie, on conçoit, on dessine, on raisonne. C'est là où on mélange tous les jus de cervelle possibles. Elle est impressionnante la déco chez vous. C'est toute la mémoire de la maison qui est sur les murs ? Ce sont les chefs modèles accumulés, réalisés depuis le début de l'entreprise. Chaque fois, on a besoin de faire un nouveau meuble. Si on a la chance d'avoir le modèle de bronze dans notre collection, on l'utilise. Sinon, on le recrée. On les dessine et on les sculpte à la main. Ce qui fait qu'en fait, on vient enrichir notre collection de modèles. Voilà, c'est ça qui fait vraiment le patrimoine d'une entreprise. Voilà. Il y a des merveilles à l'intérieur. Ah, sûrement. C'est encore le quartier ici, vraiment, des ébénos à Paris. Oui, et puis des métiers d'art, presque j'ai envie. Hein. Depuis, c'est Louis XI, le roi de France, qui a installé là, les métiers d'art, les doreurs, ceux qui travaillaient à la fois les chaises et puis les meubles. Mais là, on est avec de la finesse. Si on remonte dans le temps, vers le 15e, 16e siècle, on avait des charpentiers. Le charpentier, c'est celui qui travaille le bois. Alors il y avait des charpentiers de grande cognée avec du gros matériel, avec une grosse hache, qui faisaient des grosses poutres pour les charpentes. Et puis il y avait des charpentiers de petite cognée. Alors ils avaient du matériel plus petit, ils travaillaient plus dans la finesse, ils travaillaient dans les meubles plus petits, plus fins, ils travaillaient dans le menu. Menu devient menuisier. Voilà, alors le charpentier menuisier, évidemment, travaille la chose la plus fine. Et puis après, on va avoir l'apparition de certains métiers qui vont travailler des bois plus riches, des bois plus fins, comme le bois d'ébène par exemple. Du coup, on va tomber sur des menuisiers ébénistes puisqu'ils travaillent le bois d'ébène. Alors pour faire quoi ? En général, pour faire des tables de jeu. Vous voyez, quand on joue aux échecs ou aux dames, on a différents bois précieux qui sont utilisés. Ou des manches de couteau, par exemple, ils savaient faire aussi ça. Et voilà comment, à partir du XVIIIe siècle, les ébénistes vont se détacher complètement des menuisiers. Ça va être un métier à part qu'on va utiliser pour le métier le plus fin possible. Je laisse les derniers artisans du meuble à une extrémité de la rue d'Aligre pour découvrir à l'autre bout de cette rue les récents locataires d'un ancien site EDF. En 2007, la mairie de Paris et la région Île-de-France ont soutenu la réhabilitation de ce bâtiment pour en faire un immense atelier d'artistes, comme un squat, mais officiel. On est où précisément ici ?
Alors ici, on est au centre de la rue de Charenton. C'est un lieu très mutualisé qui accueille, là on a 1500 artistes qui sont inscrits chez nous. 1500 artistes. Voilà, donc je crois modestement qu'on est aujourd'hui la plus grosse fabrique de culture sur la région parisienne. Explique-moi, ils ne sont pas tous là en même temps. Alors non, les gens ne sont pas tous là en même temps. Il y a une centaine de places en ce qui concerne les ateliers d'art plastique. On a aussi 2 salles de répétition, un studio photo, une salle de montage. En gros, à peu près 150 à 200 personnes qui peuvent être là en même temps. Et comme les gens ne restent pas 12 heures par jour et 7 jours sur 7 chez nous, le turnover fait que, si vous voulez, sur l'année, on a 1500 artistes différents. Parmi eux, Victor Ferriès coupe et pique depuis l'ouverture du 100. Après un passage dans la haute couture, Victor a ressenti le besoin d'approfondir son travail personnel de création. Charmé par le lieu et ses locataires, il s'est peu à peu sédentarisé. Il dirige aujourd'hui l'atelier couture au rez-de-chaussée. Le fait d'être dans un lieu, c'est comme un organisme. Vous savez, on est fait de milliards de cellules, ces cellules sont toutes différentes, mais ça forme une entité. Et moi, je trouve que ceux qui rentrent dans le 100 ont déjà un esprit particulier. Le 100 a son identité parce qu'il a un esprit particulier. Le 100, c'est le numéro 1. C'est le 100 rue de Charenton, dans le 12e. Le 100, ça. Oui, c'est ça. Et c'est ça que j'aime. Regardez, c'est quand même extraordinaire de pouvoir vous dire, vous êtes là, vous allez dans un premier étage, vous voyez le travail de certains artistes et vous vous dites, c'est juste. Vous allez vers eux et on peut converser ensemble et on peut envisager un travail ensemble. C'est quand même une force énorme. C'est comme une ruche où tout le monde vient. C'est-à-dire que chaque abeille apporte son petit pollen et mélangé, ça peut faire un joli miel. La plus grande partie du 100 est occupée par des artistes plasticiens. Des peintres pour la plupart qui trouvent dans les étages supérieurs un lieu de travail à prix sacrifié. Les peintres sont des gens pauvres, donc c'est difficile d'avoir des lieux de travail. Donc l'espace en commun, c'est dans l'air du temps. De toute façon, on est dans le copartage, on partage des appartements, des voitures et autres. Donc ça, c'est vraiment, ça préfigure ce que c'est un espace de travail en commun, comme il y a des coworking. Ça vous coûte combien? Sur 20 jours, c'est 80 €. Ah oui, c'est raisonnable. Tout à fait. C'est difficile d'avoir un atelier privé à ce prix-là, c'est impossible. Tout à fait. Je vous laisse travailler. Merci. Merci. Aujourd'hui, j'avais un peu envie d'un lieu un peu plus structuré parce que j'ai besoin de structurer un peu plus ma vie aussi. Après, ça, c'est ses avantages et ses inconvénients. Alors, c'est quoi les avantages et les inconvénients? On ne peut pas peindre la nuit jusqu'à 4 h du matin si on en a envie, ou mieux peindre à 6 h du matin si on en a envie. Donc, avec cette forme d'impulsion qui est de l'instant et ou de spontanéité qui est super importante qui peut être très importante quand on peint. Mais d'un autre côté, ça permet aussi de venir ici, de structurer son emploi du temps, de sortir la tête d'une peinture quand on est complètement immergé dedans parce qu'on a des collègues, des amis avec qui on peut aller prendre un café ou qui viennent nous parler. Et du coup, de prendre du recul par rapport à son travail. Ça veut dire que c'est bien aussi d'avoir des horaires quand on est peintre? Ouais, c'est pas mal parce qu'il faut avoir une vie à côté aussi et c'est bien de savoir sortir la tête de la peinture ou la tête de l'autre de temps en temps. La peinture, moi je trouve que le métier de peintre, c'est un métier très solitaire. Au moins ici, si on a passé une journée à travailler, qu'on n'est pas content de soi, au moins on a partagé des moments de vie avec des gens. Le 100 sert aussi de tuteur aux artistes. Il les sensibilise à l'économie de l'art et accompagne leurs projets d'exposition par exemple. Il m'a été recommandé par tous les gens que j'ai croisés durant cette balade. C'est le bar du coin, le bistrot sympa, où se croisent les forains, les artistes et les enseignants des écoles du quartier. Il est tenu par la famille Benguigui, Eva, son père Joseph et l'oncle Albert. On y vient pour la spécialité maison, le thé à la menthe format XXL. C'est un thé qui passe au four au micro-ondes. C'est ça, pour faire l'effet cafetière. Comme on n'a pas autant de cafetière que de thé à la menthe, on est obligé de le passer au micro-ondes pour que la fleur de thé s'ouvre, que ça fait l'effet de la cafetière. Ah, c'est une technique maison, ça? C'est ça. C'est vous qui l'avez mis au point 100 avant d'y arriver? De trouver la bonne. Ah d'accord. Et alors c'est combien de secondes? 1 minute 30 pour 7 thés. 7 thés, 1 minute 30 au four micro-ondes, voilà. Et là, ça s'ouvre. C'est un micro-ondes qui est spécial. Il est magique. Ah ouais? Alors c'est un thé
d'où ça? C'est marocain? C'est marocain, avec une spécialité un peu tunisienne, puisqu'on met un peu de pignon de pain. D'accord. Ça, c'est le petit plus. Voilà. Donc je ne dis pas le nombre de sucres, parce que sinon ça fait peur. Oui, mais du thé à l'amande sans sucre, ça vaut pas le coup. Alors c'est combien de sucre? Allez-y, j'en ai vu combien passer? 3 €, ça va. On devrait y arriver. Super. En tout cas, il est bon votre thé. Il est bon puis il est généreux. Il est comme vous. Ça c'est sympa. On se fait la bise? Merci Eva. Place d'Aligre, on n'entend plus le cri des communards, ni les chants des révolutionnaires, on entend à peine le bruit des ateliers. Pourtant, Aligre ne trahit pas son passé laborieux et rebelle. Ici, on continue d'innover et de créer, et ça ne donne pas envie de partir. Retrouvez-nous sur le site de France 3 Paris et sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname.